VOA Afrique. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Washington Forum. Jacques Aristide dans la capitale américaine. Plein feu cette semaine sur le tête-à-tête entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine. Ce premier sommet bilatéral entre les États-Unis et la Russie depuis 9 ans continue d'être abondamment commenté. S'agit-il d'un nouveau chapitre dans les relations entre Washington et Moscou? Les deux dirigeants ont-ils intérêt à s'entendre? Que peut signifier pour le monde, y compris pour l'Afrique, une normalisation des rapports russo-américains? Mais les points de friction comme l'Ukraine, la Syrie et les accusations d'ingérence russe dans la présidentielle américaine sont-ils des obstacles à cet éventuel rapprochement? Notre décryptage à venir. Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Nos invités vont nous rejoindre dans quelques petites minutes pour disséquer la rencontre Poutine-Trump à Helsinki, en Finlande, qui était l'une des étapes de la récente tournée du président américain en Europe. Donald Trump évoque déjà un deuxième sommet à venir avec Vladimir Poutine. Mais revenons d'emblée sur les points forts de leur dernier tête-à-tête avec Raissa Girondin. Lors du sommet d'Helsinki entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine, le dirigeant russe a proposé un accord. Le procureur américain Robert Mueller pourrait se rendre en Russie pour enquêter sur les 12 Russes dont il a obtenu l'inculpation, à condition que le Kremlin puisse, à son tour, interroger 11 Américains soupçonnés d'actions illégales en Russie. La cible principale de Moscou, l'investisseur Bill Browder, basé à Londres. Poutine prétend que les associés de Browder ont fait d'énormes profits en Russie sans payer d'impôts et qu'une partie de l'argent a été transférée hors du pays avec l'aide d'agents du renseignement américain. Le département d'État a rejeté mercredi les affirmations de la Russie comme étant absolument absurdes. Nous continuons d'exhorter les autorités russes à travailler avec le ministère de la Justice américain pour poursuivre ceux qui en Russie ont perpétré les fraudes auxquelles la Russie fait référence. La Maison-Blanche n'a pas complètement rejeté l'offre de Poutine. Ils en ont parlé, mais aucun engagement n'a été pris au nom des États-Unis. Le président travaillera avec son équipe et nous vous ferons savoir ce qu'il en est. Les procureurs russes veulent interroger certains législateurs, agents de sécurité et diplomates américains, y compris l'ancien ambassadeur des États-Unis en Russie, Michael McFaul. Ce dernier a exhorté la Maison-Blanche à dénoncer ce qu'il appelle une demande ridicule de Poutine. Avant le sommet d'Helsinki, McFaul avait exprimé des inquiétudes concernant la position de Trump sur la Russie. Ma plus grande crainte est que le président Trump se montre trop amical et trop élogieux envers Poutine. Des critiques rejetées mercredi par le chef de l'exécutif américain. Il n'y a jamais eu de président aussi dur que je ne l'ai été avec la Russie. L'ingérence russe est le sujet qui a dominé la presse locale et étrangère, surtout les propos du président américain à son retour aux États-Unis. James Robbins de l'American Foreign Policy Council a expliqué qu'il était important que Trump revienne sur ses commentaires d'Helsinki, mais a ajouté que nous observions une amélioration des relations ou que des questions comme la Crimée, l'Ukraine, le soutien à l'Iran ou la Syrie viennent sur la table lors des prochaines réunions, cela déterminera vraiment l'impact à long terme. De l'avis de certains analystes, la méthode Trump, peu orthodoxe, pourrait bien servir une juste cause. Raissa Girondin, merci bien. Il est l'heure maintenant d'accueillir nos invités. Avec moi sur ce plateau, l'ancien diplomate américain Herman Cohen. Il a notamment occupé des postes d'ambassadeur et de sous-secrétaire d'État aux affaires africaines. Cap sur Paris où nous nous retrouvons Jean de Glinersti qui a connu une longue carrière diplomatique également, spécialiste des questions russes. Il est actuellement directeur de recherche à l'IRIS, Institut de Relations internationales et stratégiques. Et via Skype de Tallahassee, en Floride, Dr Richard Conley, professeur de sciences politiques à l'Université de Floride. Je commence par vous, Richard Conley. Pouvez-vous d'abord nous recontextualiser ce sommet Trump-Poutine? Était-il important pour les deux dirigeants de se rencontrer
quels en étaient les enjeux? Oui, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup dans l'agenda politique de Trump qu'il veut accomplir, où il faudra, ou il aimera voir la coopération de la Russie en Syrie, l'immigration en Europe, etc., l'escalation du conflit en Syrie qui veut finir. Donc, il va falloir coopérer avec les Russes s'il y a une volonté de la part de Vladimir Poutine. Herman Cohen, pourquoi ce tête-à-tête a-t-il provoqué ce déluge de critiques ici aux États-Unis? Les journalistes américains se sont affolés à cause de cette histoire d'ingérence russe dans nos élections. C'est clair, selon nos agences de renseignement, que les Russes ont essayé de manipuler les élections, mais le président Trump n'a pas l'air de vouloir quoi, et il est en contradiction avec ses propres agences de renseignement. Donc, les journalistes américains sont vite précipités de montrer la contradiction entre Trump et les agences. Oui, alors ce jeudi même, Vladimir Poutine a lui dénoncé ce qu'il appelle les forces ici aux États-Unis prêtes à sacrifier les relations russo-américaines, des forces d'après lui prêtes à abandonner les intérêts de leurs alliés et même les garanties de leur propre sécurité. Votre réaction? Il n'a pas complètement tort parce que si vous voulez regarder les accords qu'ils ont eus à Helsinki, c'est-à-dire ils ont décidé de reprendre les discussions sur la réduction des armes nucléaires, quelque chose de très important. Ils se sont mis d'accord pour stabiliser la Syrie, pour réduire les réfugiés. Et même en Afrique, il y avait un sujet de faire pression sur le président du Congo, M. Kabila, d'avoir une bonne élection, de laisser rentrer au pays M. Katumbi, qui est en exil. Donc, ils ont eu des choses très importantes à se dire. Oui, mais à entendre le leader démocrate Chuck Schumer parler d'attitudes irréfléchies, dangereuses et faibles, et le sénateur républicain John McCain d'un des pires moments de l'histoire de la présidence américaine, faut-il comprendre que les liens doivent être rompus avec la Russie? Non, pas du tout. Il faut toujours parler avec des grandes puissances. Si vous ne parlez pas, c'est mauvais pour la sécurité internationale. Le problème pour M. Trump, il refuse d'accepter les opinions des agences de renseignement que les Russes ont essayé de manipuler. Il a peur que si c'est prouvé que son élection serait considérée illégitime. Mais en même temps, le président américain n'a-t-il pas le droit de critiquer cette fameuse communauté du renseignement de son pays? N'a-t-il pas eu des failles par le passé, de l'attaque par exemple sur Pearl Harbor, aux attentats du 11 septembre 2001, en passant par la révolution iranienne? Les exemples n'en manquent pas. Oui, ça, c'était des choses pour... Ils ont failli de dire à l'avance que toutes ces choses devaient venir. Mais ça, c'était pour le passé. Et ils ont prouvé que les Russes ont essayé de manipuler. Le président Trump doit accepter ça et dire que oui, ils ont essayé, mais ça n'a rien à faire avec les résultats de l'élection. J'ai bien gagné malgré les efforts des Soviétiques. Mais pensez-vous que le public a le droit également de voir ces preuves? Oui. C'est difficile parce que ça révèle des secrets. Mais moi, personnellement, comme ancien diplomate, je crois dans les agences de renseignement. Pour vous, Jean de Glinersti, que s'est-il passé à Helsinki? Peut-on parler d'un nouveau chapitre dans les relations entre Washington et Moscou? Et que signifie-t-il pour les rapports futurs? Alors, je crois... Il s'est sûrement passé beaucoup de choses, mais on ne sait pas, puisque tout s'est passé en tête-à-tête, en tout cas 2 heures de tête-à-tête. Et puis il y a aussi l'entretien entre les 2 ministres des Affaires étrangères. Et donc là, entre Pompeo et Lavrov aussi, il s'est passé des choses. Donc on saura petit à petit si ça aboutit à des choses positives. Il y a 2 choses que je voudrais dire. La première, c'est que les Russes s'attendaient évidemment à une relance du dialogue et sur ce plan, ils ont perdu parce que
la réaction de la presse américaine, de l'opinion publique américaine, des congressmen est telle qu'en fait l'ensemble de la presse américaine et des responsables s'est malheureusement focalisé sur une question de politique intérieure en fait qui a été au centre de l'analyse faite de la réunion d'Helsinki et non pas sur les enjeux de politique internationale. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il est évidemment crucial pour la paix du monde, et d'ailleurs il me semble, mais c'est pas à moi d'en juger, aussi pour les intérêts des États-Unis, que le dialogue reprenne, notamment sur un certain nombre de sujets qui ont été cités par M. Cohen, c'est-à-dire effectivement la diminution, en tout cas le désarmement nucléaire, la prorogation des accords START, ensuite effectivement la question syrienne, où les Russes et les Américains partagent une commune préoccupation pour la sécurité d'Israël. L'Ukraine, ça paraît plus difficile, mais enfin, il y a beaucoup de choses importantes pour la paix du monde dont les Russes et les Américains ont intérêt à parler. Oui, beaucoup de choses, mais certains observateurs estiment que la justice américaine est en train de prendre le pas sur la politique internationale, pouvant même aller jusqu'à faire déclencher une deuxième guerre froide. Partagez-vous de telles craintes, Jean de Glinasti ? Oui, je la partage. Je crois que c'est un phénomène assez commun à l'ensemble des démocraties, c'est que nous assistons en fait progressivement à une sorte d'extraterritorialité de l'action judiciaire. La France en subit parfois des conséquences en ce qui concerne la justice américaine, mais on voit très bien qu'en France aussi, il y a cette tendance, lorsqu'on juge par exemple des biens mal acquis, des dirigeants africains qui sont jugés en France et dont les biens sont parfois confisqués avec des mesures judiciaires. Donc en fait, il y a une interférence croissante des systèmes judiciaires dans les relations internationales. Et je ne suis pas sûr que ça soit une contribution importante pour la paix du monde. Voilà, n'allez nulle part ailleurs, s'il vous plaît. Washington Forum revient après cette courte pause. Jacques Aristide de retour avec vous. Merci pour votre fidélité à Washington Forum. Nous braquons les projecteurs sur le sommet Trump-Poutine à Helsinki, qui était le point d'orgue d'une tournée européenne d'une semaine du président américain. Périple qu'il a également amené à Bruxelles pour le sommet de l'OTAN et en Angleterre pour une rencontre avec la première ministre Theresa May et un entretien avec la reine Elisabeth II. Et maintenant, quelques points de vue sur la page Facebook de VOA Afrique. Abraham Kibola, Bukavu, RD Congo. Tout change à tout moment, relation bonne, j'en doute fort. Hassan Bazak, Thiémé, Côte d'Ivoire, ça ne changera rien pour l'Afrique. Mais son compatriote Yao Marcelin Kofi d'Abidjan ne partage pas cet avis. Il écrit « Une normalisation russo-américaine permettra à l'Afrique d'entretenir d'excellentes relations diplomatiques et commerciales avec la Russie de Vladimir Poutine et les États-Unis de Donald Trump ». Et nous retrouvons nos invités. À mes côtés à Washington, l'ancien diplomate Herman Cohen, qui a été sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines. De notre studio à Paris, Jean de Glinasti, directeur de recherche à l'Institut de Relations internationales et stratégiques, et de Tallahassee, en Floride, Richard Conley, professeur de sciences politiques à l'Université de Floride. Alors, dans la même veine des commentaires Facebook, direction Bamako, où l'une de nos chaînes partenaires nous propose cette question. Nous écoutons. Sekou Tangara, journaliste Africa Blog Télévision. L'Afrique a connu depuis la fin des années 80 les effets collatéraux de la guerre froide menée par les États-Unis et l'ex-URSS.
Mais depuis peu, il y a comme un désintérêt des deux puissances envers le continent. Alors, selon vous, en quoi l'Afrique est-elle ou pas un enjeu dans la politique étrangère de Donald Trump et de Vladimir Poutine? Mon confrère Sekou Tangara, merci beaucoup, directeur de l'information à Africable, notre télépartenaire au Mali. Herman Cohen, question appropriée pour notre audience. Oui, je crois que dans cette discussion à Helsinki, l'Afrique était très peu d'intérêt, mais il y avait cette question de République démocratique du Congo qui est très importante maintenant, un grand pays avec beaucoup de ressources minerais. Et c'est dans une situation très instable. Et M. Poutine et M. Trump se sont mis d'accord pour faire pression sur le président Kabila pour qu'il ait une très bonne élection, très transparente, et qu'il laisse rentrer les gens en exil pour participer. Par exemple, Jean-Paul Bemba et Moïse Katumbi. Donc, ils ont discuté l'Afrique, mais pas grand-chose. Alors pour vous, un réchauffement américano-russe est bon pour le monde, pour un continent justement comme l'Afrique, Herman Cohen? Quand il y a des grandes puissances avec les armes nucléaires, il faut toujours dialoguer. Refuser de parler comme certains Américains demandent maintenant. Je les appelle les néocons. Ce sont des gens qui ont demandé que nous entrons en guerre en Irak. C'était une catastrophe, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas écouter ces gens-là. Il faut toujours avoir un dialogue entre les grandes puissances. Et ça comprend aussi la Chine. Alors vous assumez la responsabilité de vos propos sur ce plateau, Herman Cohen. Donald Trump qui parle d'un sommet à venir, un autre sommet à venir avec Poutine. Alors cela doit-il avoir lieu, d'après vous? Moi je dis tant mieux. Mais cette fois-ci, il faut qu'il soit entouré des gens, des conseillers. Quand les gens qui sont des conseillers du président ne sont pas au courant des discussions, c'est une très mauvaise chose parce qu'ils doivent interpréter ce que Poutine dit. C'est un Russe, c'est pas un Américain, donc il faut avoir des conseillers autour de vous. Voilà, justement, pendant 2 heures, ils se sont rencontrés, mais jusqu'à maintenant, on ne sait pas ce qui a été dit. Nous savons quelque chose parce que Poutine lui-même a fait une déclaration devant les journalistes. Les journalistes n'ont rien écouté sauf l'histoire d'ingérence sur les élections. Mais il a dit des choses importantes sur les armes nucléaires, sur la stabilisation de la Syrie, d'essayer de stopper les réfugiés qui vont en Europe, et aussi pour le Congo. Donc, il y avait des choses importantes. Alors, depuis l'Afrique du Sud, l'ex-président Barack Obama a regretté une époque incertaine. Chaque nouveau cycle d'actualité, dit-il, apporte son lot de titres préoccupants et donnant le tournis. Richard Conley, quelle lecture faites-vous de cette attaque à peine voilée contre son successeur? Oui, je crois que le discours du président Obama à Johannesburg avait quelque chose pour n'importe qui voulait lire quelque chose là-dedans. Bien sûr, il y avait des salvos contre Trump dans la manière où Obama exprimait qu'il était contre les mouvements populistes, il était contre l'idée que les strongmen, les chefs militaires, les caudillos, arrivent au pouvoir. Ça, c'est sûr, c'est voilé contre Trump, mais aussi, il faut contextualiser la situation en Afrique du Sud. Si je le comprends bien, il y avait un leader qui vient d'être chassé. C'était un choc politique là-bas. Il y avait toutes sortes de choses dans le discours d'Obama, même les critiques contre la masculinité. Alors, je ne sais pas où en finir là avec le discours. Oui. Alors, à Bruxelles et à Londres, quelques jours avant le tête-à-tête avec Poutine, le président Trump battait le rappel de ses alliés européens afin qu'ils augmentent leurs dépenses militaires. Un budget de défense qui a doublé, justement, dû à ce qui est présenté comme la menace russe. Jean de Gliniasti, est-ce une demande légitime du président américain? D'abord, la menace russe, évidemment, c'est une menace qui concerne essentiellement un certain nombre d'États de l'Union européenne qui sont à la frontière, qui sont au contact, si l'on peut dire. Elle n'est pas perçue de la même façon par les autres États européens.
D'autre part, l'augmentation du budget, c'est une décision qui a déjà été prise, en fait, dans son principe. Donc, ce que le président américain a demandé, c'est l'accélération du processus. En fait, les critiques qui ont été portées contre l'OTAN, l'inquiétude qu'elles ont fait naître auprès des membres de l'OTAN, ont fait de ce sommet, le sommet de la survie de l'OTAN, en fait. Hein. Donc le sommet s'est bien terminé pour l'OTAN parce que l'OTAN n'a pas explosé, mais des doutes profonds ont été instillés chez les principaux intéressés. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit M. Cohen. Ouais. Ça me paraît en effet très raisonnable. J'ajouterais une chose. Sur le discours d'Obama, on peut comprendre effectivement les critiques qui ont été adressées indirectement, même sans jamais le citer, à la politique du président Trump. Mais dans les faits, l'ordre international dont le président Obama déplore la destruction, il a commencé à être détruit longtemps avant, c'est-à-dire en fait, pour l'essentiel, en 2003, avec l'invasion de l'Irak sans autorisation du Conseil de sécurité. Donc en fait, Trump est l'aboutissement d'un processus moins évident jusqu'à présent, mais qui maintenant prend toute son ampleur, du changement de modèle de l'organisation de la vie internationale. Mais vous savez en même temps que Donald Trump a vertement critiqué l'Allemagne qui, dit-il, enrichit la Russie. Elle paie des milliards de dollars à la Russie pour ses approvisionnements en énergie et nous devons payer pour la protéger contre la Russie. Comment expliquer cela? Ce n'est pas juste, ajoute-t-il. Et donc, critique justifiée du président d'après vous, Jean de Glinersti? Non, elle n'est pas justifiée pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas en Allemagne, pas plus qu'en France, le sentiment d'un danger russe. Ce sentiment existe dans les pays baltes, il existe peut-être en Pologne, il existe peut-être dans un pays qui n'est pas membre de l'OTAN, la Suède, mais il n'existe pas en Allemagne, il n'existe pas en France. Pour la France, les principaux enjeux de sécurité, c'est au sud, au Moyen-Orient. Pour l'Allemagne, l'Allemagne se sentait relativement en sécurité dans le système actuel. Elle a remis en quelque sorte à l'OTAN et aux États-Unis une partie de sa sécurité, mais sur ce sentiment d'insécurité existait du temps de la guerre froide, il n'existe plus avec la même force maintenant, et il n'y a pas en Allemagne une aussi grande demande de parapluies américains qu'avant. Oui, mais Richard Conley, qu'en pensez-vous? Voilà Trump qui critique Angela Merkel à l'OTAN et 2 jours après, on dit qu'il est la marionnette de Poutine. Alors, il faut savoir vraiment ce qu'on veut. Oui, vous faites référence, je pense, à la ligne de gaz ou de pétrole, ou quelque chose de la Russie en Allemagne. Ouais. Mais vous savez, il y a une certaine victimisation dans le narratif de Trump. C'est-à-dire que l'Allemagne, par exemple, comme le moteur économique de l'Europe, ne paie pas suffisamment pour l'OTAN. Et c'est nous, les Américains, qui contribuent beaucoup plus et qui subventionnent le bien-être des Allemands. Je crois que c'est ça la racine du discours Trump envers Merkel. Mais je crois pas. Je crois aussi qu'il n'aime pas trop Angela Merkel à cause de cette situation d'immigration. Il ne peut pas la recevoir à bras ouverts quand il veut construire un mur au sud des États-Unis pour faire en sorte que les Mexicains, les Salvadoriens ne peuvent pas entrer aux États-Unis. Rapidement, Jean de Glinersti, pour vous, c'est quoi l'avenir des relations américano-russes? Je crois qu'il y a un grand ancien qui a dit des choses extrêmement raisonnables là-dessus, c'est Henry Kissinger. Et il a dit, dans un jeu à 3 parties, il faut être l'une des deux. Et actuellement, les 2 parties, c'est la Chine et la Russie. Et ça, c'est le résultat, en fait, d'un ensemble de circonstances, y compris la crise ukrainienne, mais aussi d'une très grande
dureté de l'opinion publique américaine et peut-être française et européenne vis-à-vis de la Russie. Or, il est de toute évidence de l'intérêt américain, comme d'ailleurs de l'intérêt de l'Europe, d'avoir de bonnes relations avec la Russie, de ne pas la rejeter complètement du côté chinois. Ouais. Voilà, merci bien à nos invités, les anciens diplomates Herman Cohen et Jean de Glinersti et le politologue Richard Conley. Mais avant de clore ce Washington Forum, j'accueille sur ce plateau Timothée Donangmai, chef du service francophone de la Voix de l'Amérique, VOA Afrique. Merci bien, Timothée, d'être avec nous dans ce Washington Forum. C'est moi. Alors, je vais expliquer pourquoi vous êtes ici, parce que récemment, nous avons effectué un périple africain, dans 3 pays africains notamment. Alors, rencontre avec des partenaires, les partenaires radio et télé de VOA Afrique. Alors, qu'est-ce qui ressort de ces rencontres, Timothée? Alors Jacques, ce voyage auquel vous avez participé avait un double objectif, participer à 2 séminaires de formation à Dakar et Kinshasa en journalisme d'investigation en faveur des journalistes de nos stations partenaires, également rencontrer nos stations partenaires à Kinshasa, Dakar et Bamako pour faire le point sur notre partenariat et voir comment l'améliorer. Alors, du point de vue de ce partenariat, à Kinshasa, vous avez, Jacques, présenté, dans le cadre de ce partenariat, le principal journal de notre station partenaire télé, B1, ce qui a eu beaucoup de succès, de commentaires là-bas. Et dans le cadre de ce partenariat aussi, on a eu notre consoeur Julie de B1 qui a posé une question dans Washington Forum de la semaine dernière. Et dans cette édition, on a eu notre ami Sekou de Bamako, qui a également posé une question. Donc, on a eu beaucoup de discussions concernant notre partenariat et concernant, et pour ce qui est du journalisme d'investigation, nous avons mis l'accent sur le respect des faits. Et à cette occasion, j'ai expliqué que lorsque la Voix de l'Amérique a été lancée en 1942, c'était pour lutter contre les fake news, la propagande nazie à l'époque, et notre mission, de ce point de vue, n'a pas changé. Et je dois dire que vous étiez l'invité de ce journal de B1. C'était un honneur, un privilège de vous accompagner lors de ce voyage, Timothée. Et d'ailleurs, nous avons présenté nos émissions là-bas, émissions radio, télé. Nous avons beaucoup parlé, par exemple, de notre nouvelle émission de télé, Le Monde Aujourd'hui, version télé évidemment. Le Monde Aujourd'hui, on connaît cette émission à la radio depuis Belle Lurette. C'est une de nos émissions phares. Donc, on a beaucoup parlé de cela. Et, mais alors, vous avez parlé justement de ce partenariat, donc un partenariat qui nous tient beaucoup à cœur. En bref, que compte faire VOA Afrique? Vous avez parlé un petit peu de cela tout à l'heure, mais que compte faire VOA Afrique pour renforcer cette collaboration avec nos radios et télépartenaires? Alors Jacques, ce que nous comptons faire, c'est déjà d'amener ces partenaires à s'impliquer dans ce que nous faisons ici, dans nos émissions, trouver les moyens de les impliquer dans ce que nous faisons ici à Washington. Nous aussi, nous pourrions aller en Afrique pour travailler avec ces stations partenaires. Nous comptons renforcer le volet formation professionnelle. On le fait déjà pour les journalistes habituellement, mais on va aussi voir du côté des techniciens, des caméramens et autres, trouver des formations pour ces catégories-là de nos stations partenaires. Bref, en faire un partenariat gagnant-gagnant et non plus un partenariat à sens unique. Et je dois dire en même temps, Tim, que nos consoeurs, nos confrères, n'hésitez pas à poser des questions. Ils étaient franchement très vifs même, mais vous avez répondu à toutes ces questions qui ont été posées. J'ai essayé. Merci bien, Timothée. Timothée Donangmai, chef du service francophone de la Voix de l'Amérique, VOA Afrique. Je vous remercie. Merci à toutes ces radios et télé partenaires, bien évidemment. Voilà, Washington Forum prend fin ici. Merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous accueillir chez vous chaque semaine. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Je vous dis à très bientôt. Take care.